Voilà. Merci beaucoup, chers internautes. Je voudrais, avant de commencer, donc vous présenter mes vœux les plus sincères à l'occasion de la fête de Tabaski que nous venons de célébrer et prier qu'Allah le Tout-Puissant nous accorde une longue vie à nous tous ainsi qu'une santé et également nous fasse profiter de ses innombrables bienfaits. Donc maa ngi baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq ci julli gi ñu jugee di ñaan yàlla mu defal ñu tawféex ba nga xamante ne lépp lu ñu bëgg ci kaw suuf dinañ ko am. Voilà, donc yàlla jàppale ñu ak suñu njaboot defal ñu wërsëg ak xéewal ak sutura ak teranga. Donc ceci dit, aujourd'hui nous allons encore parler de marketing. Nous allons parler d'un autre thème également d'une importance capitale. La protection du marché et la concurrence déloyale. Donc la protection du marché et la concurrence déloyale. Donc je vous prie, si toutefois il y a des soucis de son, vous me faites signe. Hein? Voilà. Mais d'abord, avant de commencer, comme j'ai l'habitude de faire, je vais diviser le cours en deux grandes parties d'égale importance. Je vais, dans une première partie, parler de la protection du marché. Et en parlant de la protection du marché, je vais d'abord m'appesantir sur les différents types de clients que l'on peut rencontrer dans le marché. Donc je parlerai des types de clients que nous pouvons rencontrer dans le marché. Mais également, toujours dans cette partie préliminaire, je vais définir ce qu'est la concurrence. Maintenant, pour la présentation d'aujourd'hui, je vais diviser le cours en deux parties. Donc, dans la première partie, je vais parler de la protection du marché. Maintenant, en parlant de la protection du marché, je serai amené à parler des ententes. L'entente qui est un accord ou bien une convention que deux entreprises nouent. Maintenant, c'est souvent ces ententes-là qui dérivent vers les pratiques anticoncurrentielles. Donc, je parlerai des ententes, également dans le grand tas du grand ton, et également des pratiques anticoncurrentielles. Également, dans la deuxième partie, je vais parler de la concurrence déloyale. La concurrence déloyale. Maintenant, quand on parle de concurrence déloyale, on fait allusion aux différentes infractions commises par les concurrents qui peuvent être de nature diverse. Notamment, il y a l'imitation, il y a le débauchage, il y a le dénigrement et le parasitisme. Donc, et enfin, dans la deuxième partie, je vais parler des sanctions, de l'administration de la preuve en matière de concurrence déloyale. Donc, c'est comme ça que je compte aujourd'hui donc faire la présentation de ce thème, n'est-ce pas, qui est la protection du marché et la concurrence déloyale. Mais d'abord, la protection du marché. Pour les spécialistes du marketing, le marché est constitué par l'ensemble des acheteurs, que ce soit personnes physiques ou organisations, qui consomment ou sont susceptibles de consommer les biens et services proposés par l'entreprise. Ça, c'est l'acception de la notion de marché chez les marketeurs en marketing. Le marché est constitué par l'ensemble des acheteurs. Maintenant, ces acheteurs-là sont soit des personnes physiques ou des organisations. Maintenant, qui consomment
ou bien qui sont susceptibles de consommer des biens et services proposés par les entreprises. Maintenant, il y a 4 types de clients que l'on peut retrouver dans un marché. Il y a ce qu'on appelle les clients actuels de l'entreprise. L'entreprise a ses clients dans le marché. Donc ces clients-là qui sont propres à l'entreprise, n'est-ce pas? L'entreprise a intérêt à les garder, à les fidéliser. En quoi faisant? Il y a plusieurs manières de le faire. Et là, je remercie encore le professeur Diaby qui a un peu parlé, il y a de cela quelques jours, des techniques, n'est-ce pas, promotionnelles. Donc, il y en a plusieurs manières de fidéliser la clientèle. Donc, les clients actuels de l'entreprise sont les clients. Mais également, ces clients actuels de l'entreprise sont également de potentiels, n'est-ce pas, de potentiels prospects pour d'autres entreprises concurrentes. Donc, d'où l'intérêt, comme je viens de dire, de les fidéliser. Donc, ça, c'est important. Nous avons dans le marché, d'abord, les clients de l'entreprise. Ensuite, nous avons dans le marché les clients actuels de la concurrence. Maintenant, qui sont des clients qui ne sont pas fixes à une entreprise donnée. Donc, qui sont des clients que tout concurrent, n'est-ce pas, peut chercher à atteindre. Donc, les clients actuels de la concurrence. Maintenant, comme je viens de dire avec les clients actuels de l'entreprise, ces clients actuels de la concurrence également, il faut les fidéliser. En tout cas, il faut chercher à les apostropher et les mettre dans notre escarcelle. Ces clients-là, c'est important. Maintenant, on dit souvent concurrence parce que oui, ces clients-là ne sont pas typiquement, en tout cas, identifiés quelque part. Donc, les clients actuels de la concurrence. Nous avons également les clients, ce qu'on appelle les non-consommateurs relatifs. Les non-consommateurs relatifs, qui sont des clients, de potentiels clients, qui n'ont pas encore acheté notre produit, ou bien qui n'ont pas encore goûté le produit parce que tout simplement, ils ne le connaissent pas. Ou bien, ils le connaissent, mais pour des motifs, des raisons d'ordre financier, ils n'ont pas les moyens de l'acheter. Maintenant, ces non-consommateurs relatifs-là, il faut aller également les dénicher. Il y a maintenant plusieurs manières de leur faire acheter le produit ou bien de leur faire goûter le produit. Donc, c'est appelé également les clients voilà, relatifs, les non-consommateurs relatifs. Et enfin, dernière catégorie de clients que l'on peut rencontrer dans un marché, c'est les non-consommateurs absolus. Maintenant, ces derniers, contrairement aux 3 premiers, ne vont jamais acheter le produit. Pour plusieurs raisons. D'abord, il y a économique, il y a moral, ou bien il y a l'aspect religieux. Donc, ces clients, ces non-consommateurs absolus-là, n'achèteront jamais le produit donc pour plusieurs raisons. Ça, c'est le marché tel que compris, tel que défini par le marketing, et également les différents types de clients que l'on peut rencontrer. Maintenant, toujours avant d'aborder le thème, je vais définir un peu ce qu'est la concurrence. La concurrence, retenez bien, chers professionnels, est une situation de rivalité, de combat, que mènent les entreprises, mais qui doit être réglementée pour éviter des abus. Ça, c'est la concurrence. Une situation de rivalité, donc de compétition, que mènent les entreprises, mais qui doit être réglementée. Mais, à défaut de réglementation, la concurrence peut déboucher sur des pratiques qui risquent de perturber le marché. Autrement dit, de fausser le bon fonctionnement du marché. Donc ça, c'est la concurrence. Les autorités nationales sont tenues de réglementer, en tout cas de dicter des règles pour éviter que le jeu normal, en tout cas le fonctionnement normal du marché soit perturbé. Ça, c'est important. C'est pourquoi,
quand je vais aborder la seconde partie, notamment les infractions en matière de concurrence. Donc vous comprendrez pourquoi il est important que les autorités nationales, n'est-ce pas, veillent au grain pour éviter des abus de position dominante, n'est-ce pas, pour éviter également que les grandes entreprises n'écrasent, ne piétinent les petites entreprises. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. La protection du marché. La protection du marché est l'objectif premier du droit de la concurrence. La protection du marché. L'objectif premier du droit de la concurrence. Dans ce contexte, les autorités nationales doivent assurer la police, la réglementation, en vue d'un fonctionnement régulier et concurrentiel du marché. Donc, les autorités nationales doivent bien surveiller pour éviter, n'est-ce pas, en tout cas, qu'il y ait un fonctionnement, n'est-ce pas, anormal du marché. Il s'agit ici, entre autres, de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles ou de réprimer les ententes anticoncurrentielles. Donc d'abord, c'est ça l'objectif. C'est ça en tout cas la mission première des autorités de la concurrence nationale. Donc d'abord, de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles. Donc je vais encore, à travers cette présentation, citer quelques pratiques anticoncurrentielles. Ou bien, lutter, réprimer les ententes, c'est-à-dire les accords que nous, les entreprises, pour fausser le jeu de la concurrence. Mes chers amis, d'abord, quelle est la notion d'entente qui est à la base des pratiques anticoncurrentielles? L'entente. Entente. C'est d'abord et avant tout un accord ou une convention entre deux ou plusieurs entreprises. Ça, c'est l'entente. L'entente est l'accord entre deux ou plusieurs entreprises. Nous avons ici deux types d'entente en matière de concurrence. Deux types d'entente. Il y a ce qu'on appelle une entente horizontale et une entente verticale. Entente horizontale, c'est quoi? Et entente verticale. L'entente horizontale, c'est celle qui lie des entreprises qui sont au même niveau d'activité. Au même niveau. Exemple, entente entre deux ou plusieurs producteurs de lait ou bien je ne sais pas quoi d'autre. C'est ça l'entente horizontale. L'entente horizontale lie deux entreprises qui sont au même niveau d'activité. Exemple, deux producteurs. Maintenant, c'est quoi une entente verticale? L'entente verticale est celle qui lie deux ou plusieurs entreprises qui sont au niveau, qui ne sont pas dans un même niveau d'activité. C'est-à-dire de niveaux d'activité, de positions différentes. Donc, celle qui regroupe des acteurs économiques qui sont placés dans une position différente de l'action. Exemple, entente entre producteurs et distributeurs. Ça, c'est l'entente verticale. Donc, entente horizontale, entreprises qui sont au même niveau d'activité, exemple, de producteurs, et entente verticale, entreprises qui sont dans une position différente de l'action. Exemple, entente entre producteurs et distributeurs. Généralement, les ententes horizontales suscitent une suspicion légitime des autorités de la concurrence, alors que les ententes verticales font l'objet d'une certaine retenue. Pourquoi les ententes horizontales font l'objet d'une suspicion des autorités de la concurrence,
alors que les ententes verticales font l'objet d'une certaine retenue. Pourquoi? Je définis ce que c'est l'entente horizontale et l'entente verticale. En réalité, les ententes verticales impliquent naturellement la collaboration d'entreprises, tandis que les ententes horizontales induisent souvent la collision. Les ententes verticales impliquent la collaboration d'entreprises, alors que les ententes horizontales induisent, n'est-ce pas, souvent vers la collision frauduleuse. En tout état de cause, pour apprécier s'il y a entente ou pas, il faut prendre en compte le critère de la pluralité et de l'autonomie. Pour comprendre, en tout cas pour attester s'il y a entente ou pas, il faut prendre en compte deux éléments. Les critères de la pluralité et les critères de l'autonomie. Ainsi, si des entreprises d'un même groupe agissent de manière concertée, s'il y a lieu ici de parler d'entente. Donc, si des entreprises d'un même groupe agissent de manière concertée, il n'y a pas lieu de parler ici d'entente. Pourquoi? Parce que, en fait, elles ne font qu'appliquer la politique commerciale du groupe qui est un ensemble avec les sous-éléments. C'est pourquoi, quand il y a collaboration entre entreprises de niveau d'un même groupe, par exemple, d'un groupe, les sous-ensembles, n'est-ce pas, ne font qu'appliquer la politique commerciale décidée par la hiérarchie. Ici, on ne parlera pas d'entente. C'est pourquoi ici, je dis, ils font souvent une certaine retenue. Pareillement, pour les disciplines commerciales suivies dans le cadre de la franchise. Donc ça, il faut également comprendre les ententes horizontales et verticales. Et qu'est-ce que cela implique? Maintenant, je vais donner quelques listes indicatives d'ententes concurrentielles. Quand est-ce que les autorités nationales agissent? Quand est-ce que les autorités nationales agissent? Autrement dit, liste indicative d'entente anticoncurrentielle. Liste indicative d'entente anticoncurrentielle. Maintenant, quand est-ce qu'on parle d'entente anticoncurrentielle? D'abord, quand il y a des accords entre deux ou plusieurs entreprises qui limitent l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises. 1. Si deux entreprises, de manière concertée, que ce soit au même niveau d'activité ou pas, mais limitent l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises. Ça, c'est 1. Dans ce cas, on parlera d'entente anticoncurrentielle. 2. Quand il y a accord entre deux ou plusieurs entreprises, mais cet accord vise à fixer directement ou indirectement le prix. 1. À contrôler le prix de vente et de manière générale à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence. 2. Maintenant, quand il y a accord entre deux ou plusieurs entreprises et que cet accord vise à fixer directement ou indirectement le prix d'un bien ou d'un service, ou bien à contrôler le prix de vente et de manière générale à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence. Maintenant, dans une telle situation, on parlera d'entente anticoncurrentielle, c'est-à-dire d'entente entre deux entreprises, mais qui vise à fausser le jeu le bon fonctionnement du marché. Troisième
élément, les limitations ou contrôle de la production, c'est-à-dire accord entre deux ou plusieurs entreprises, mais qui consiste à limiter ou bien à contrôler la production, ou bien à contrôler les débouchés, ou bien à essayer un peu de jouer sur les investissements sur le marché. Ça également, on parlera d'entente anticoncurrentielle, d'entente qui a pour objectif, pour mobile, de fausser le jeu normal de le bon fonctionnement du marché. Quatrième élément, quand est-ce qu'on parlera, ou bien quand est-ce que les autorités vont agir parce qu'il y a entente anticoncurrentielle? C'est lorsqu'il y a discrimination entre partenaires commerciaux au moyen de conditions inégales pour des prestations différentes. Également, dans cette hypothèse, on parlera d'entente anticoncurrentielle. Donc, discrimination entre partenaires commerciaux au moyen de conditions inégales ou de prestations différentes. Dernier élément, quand est-ce qu'on parlera également d'entente anticoncurrentielle? C'est lorsqu'il y a la subordination de la conclusion des contrats à l'acceptation par les partenaires de prestations supplémentaires qui, par leur nature et selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet des contrats. Également, dans une telle situation, on parlera d'entente anticoncurrentielle, d'entente qui a pour objectif de fausser le jeu de la concurrence. La subordination de la conclusion des contrats à l'acceptation par les partenaires de prestations supplémentaires qui, par leur nature et selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien direct avec l'objet de ces contrats. Donc, je viens ici de donner quelques listes indicatives d'entente anticoncurrentielle. Mesdames, Messieurs, si vous venez de nous rattraper, je suis en train de parler de la protection du marché et des ententes et de la concurrence déloyale. Donc, j'ai dans une partie préliminaire parlé du marché en marketing. Quelle est la définition, quelle est l'acception de la notion de marketing, de la notion de marché en marketing. Également, j'ai donné les différents types de clients qu'une entreprise, n'est-ce pas, peut retrouver sur le marché. Également, j'ai défini un peu dans la partie préliminaire la concurrence, la notion de concurrence. Et de ce fait, j'ai parlé de la protection du marché et j'ai parlé des ententes qui sont à l'origine des pratiques, en tout cas qui débouchent le plus souvent sur des pratiques anticoncurrentielles, et je viens de finir avec quelques listes indicatives d'ententes anticoncurrentielles. Maintenant, je vais parler de la seconde partie, notamment la concurrence déloyale. Maintenant, ici, comme je vais bien définir dès l'entame de mes propos, quels sont les différents types de fautes dans un contexte de concurrence? Quels sont les différents types d'infractions dans un contexte de la concurrence? Nous avons 4 infractions. Je dis dans un contexte de la concurrence. Nous avons ce qu'on appelle l'imitation, imiter. 1. Deuxième infraction, nous avons ce qu'on appelle le dénigrement, dénigrer. Nous avons en troisième position ce qu'on appelle le parasitisme. Et enfin le débauchage. Pourquoi le débauchage? Je vais expliquer après. Mais d'abord, la première infraction, l'imitation.
L'imitation est une reproduction des éléments caractéristiques ou bien des signes utilisés par un concurrent. Ça, c'est l'imitation. Le fait de reproduire des éléments caractéristiques des signes utilisés par un concurrent. Exemple, le concurrent appelle son entreprise marketing lait, exemple, vous vous dites marketing, n'est-ce pas, lait. Un peu de l'imitation. Le but est de créer, c'est-à-dire celui qui imite son concurrent, les signes ou bien les éléments caractéristiques. Son but est de créer de la confusion dans l'esprit de la clientèle. Bien évidemment, ici le client n'aura pas la possibilité de distinguer, en tout cas de faire une distinction, n'est-ce pas, de la marque. C'est-à-dire c'est ça l'objectif de l'imitation. En tout cas, le but recherché par l'imitateur, c'est de créer de la confusion dans l'esprit du consommateur. Elle consiste, l'imitation, le plus souvent à la reproduction partielle ou entière, soit de l'enseigne commerciale, du nom commercial ou des outils de présentation ou de conditionnement comme l'emballage, les couleurs et les formes. Ça, c'est important. C'est-à-dire, le plus souvent, en imitant, on cherche à reproduire de manière partielle ou totale, soit le nom commercial. Bon, vous appelez Adidas, il s'appelle Abibas, ou bien des outils de présentation ou de conditionnement, comme l'emballage. Vous faites la même chose que l'autre en reprenant typiquement, mécaniquement, la couleur et les dessins, ou bien les couleurs, ou bien la forme. Donc ça, c'est important. Toujours, l'imitation peut aussi se révéler dans la communication commerciale. C'est-à-dire également d'adapter, de reproduire, en tout cas tel quel, les mêmes expressions que son concurrent. Également, l'imitation peut se révéler dans la communication commerciale. 1. 2. Dans la publicité également. Communication commerciale ou bien publicité, le message publicitaire. Mais l'action en concurrence déloyale peut être engagée en cas d'imitation de signes commerciaux. Donc l'action en concurrence déloyale est possible d'être engagée en cas d'imitation de signes commerciaux. Maintenant, là également, c'est important. Et j'interpelle un peu les juristes. Il s'agit simplement d'une action en responsabilité civile. Donc, en cas de reproduction de signes commerciaux, il s'agit d'une action en responsabilité civile. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut que celui qui se sent lésé parvient à déterminer d'abord une faute. La faute, c'est-à-dire l'imitation, il faut parvenir à prouver la faute, le dommage, le manque à gagner, mais également le plus important, le lien de cause à effet. Donc il faut également prouver le lien de causalité, c'est-à-dire entre la faute et le dommage subi. Pour les mêmes faits, c'est-à-dire l'imitation d'un signe, on pourrait obtenir le bénéfice d'une protection renforcée si le dit signe est enregistré à titre de marque. Ça, c'est également plus pratique, n'est-ce pas? Allez l'enregistrer. Dans ce cas, vous n'aurez pas besoin, n'est-ce pas, de prouver une faute, un dommage et un lien de cause à effet, si la marque est enregistrée. En ce cas, également, c'est-à-dire dans l'hypothèse d'une protection, vous avez un droit privatif sur le signe. On peut engager une action en contrefaçon s'il y a protection. Donc je précise, parce que souvent également,
les juristes aiment beaucoup voilà, le débat, mais il faut également une protection pour engager une action en contrefaçon. C'est-à-dire le simple fait de dire « je m'appelle Cheikh Gueye », n'est-ce pas, M. Diaby, ou bien M. Laïbamba a copié mon nom commercial, ne suffit pas. Maintenant, pour engager une action en contrefaçon, encore faudrait-il que la marque soit enregistrée. Et ici, la preuve est simplifiée, car elle ne porte que sur la démonstration d'une atteinte en cas de protection. Donc la faute ne porte que sur la démonstration d'une atteinte. Ça, c'est l'imitation. Maintenant, nous allons aborder le débauchage. Le débauchage, deuxième infraction dans un contexte de concurrence. Cela consiste, le débauchage, à une opération agressive visant à faire démissionner des salariés qualifiés ou réputés qualifiés d'une entreprise concurrente. Débauchage. Opération agressive, c'est-à-dire, comme disait un expert, un éminent juriste, il faut que le débauchage soit agressif, n'est-ce pas? Pardon, il faut que le débauchage soit agressif, il faut que l'opération de débauchage soit agressive, intensive, n'est-ce pas? Pour espérer, n'est-ce pas, déterminer une faute, une infraction. Maintenant, le seul fait de débaucher un concurrent, en tout cas un salarié, ne suffit pas pour engager une action en justice. Parce que ce dernier peut dire j'ai démissionné tout simplement parce que je ne me retrouve pas dans l'entreprise. Mais maintenant, si l'action est agressive, c'est-à-dire si l'opération de débauchage est intensive et agressive, maintenant, et que elle tend cette opération à faire démissionner des salariés qualifiés ou réputés qualifiés d'une entreprise, dans ce cas, on pourrait parler de débauchage. En tout cas, on pourrait, établir une faute, une infraction. Maintenant, quand la rupture des liens d'emploi se fait de manière intempestive et ou massive à l'instigation d'un concurrent, ce que je viens de dire, ce dernier maintenant peut engager sa responsabilité. C'est-à-dire si moi, je fais de manière intempestive du débauchage et que cette action, en tout cas, engendre un manque à gagner considérable chez mon concurrent, ma responsabilité pourrait être engagée pour le débauchage. Troisième infraction dans un contexte de la concurrence, le dénigrement. Le dénigrement, c'est quoi? Le dénigrement peut porter sur la personne même du concurrent ou sur la composition des produits du concurrent. Le dénigrement. Donc dénigrer, on sait ce que ça signifie. Donc, peut porter sur la personne même du concurrent ou sur la composition des produits. Exemple, quand vous dites, moi j'ai le droit de dire Marketing TV, la meilleure des chaînes. Mais je n'ai pas le droit de dire Marketing TV est meilleur que Economy TV. Parce que Economy TV, c'est du n'importe quoi. Non. Ça devient maintenant ici du dénigrement. Donc, peut porter sur la personne même du concurrent, c'est-à-dire, ici, je fais allusion à la personne du concurrent ou bien sur la composition des produits. Il peut également porter sur les méthodes de fonctionnement de l'entreprise concurrente. Le dénigrement peut porter sur les méthodes, n'est-ce pas, de fonctionnement de l'entreprise concurrente. Donc, critiquer, jeter du discrédit dans les méthodes, n'est-ce pas, de fonctionnement. Quatrième et dernière infraction dans un contexte de la concurrence. Il s'agit du parasitisme. Le parasitisme. Ici, nous avons le mot parasite. On sait ce que font les parasites. C'est quoi le parasitisme? Le parasitisme consiste pour une entreprise
à se positionner sur le sillage d'un concurrent en vue de profiter de sa notoriété. C'est-à-dire, je me positionne sur son sillage. C'est-à-dire, je ne fais aucun effort. Je me positionne sur le sillage de mon concurrent. Maintenant, pour copier, pour regarder ce qu'il fait. N'est-ce pas? D'un concurrent, dans l'optique, en vue de profiter de sa renommée, de sa notoriété, ou bien de son savoir-faire, ou bien de ses investissements techniques ou commerciaux. Ça, c'est le parasitisme. Donc ici, si vous me suivez bien, vous avez l'impression d'avoir un parasite quelque part qui a, n'est-ce pas, qui est là et qui cherche à, n'est-ce pas, à saper, à détruire tout ce que fait, n'est-ce pas, le concurrent, le parasitisme. Vous avez là les 4 infractions dans un contexte de la concurrence. Donc, l'imitation, j'ai expliqué. Le débauchage, j'ai expliqué. Le parasitisme, j'ai expliqué. Et le dénigrement que je viens également d'expliquer. Maintenant, pour finir, comment est administrer la preuve en matière de concurrence déloyale? Comment la preuve est administrée? En matière de concurrence, le dommage subi par un concurrent qui se sent lésé, le plus souvent résulte d'un manque à gagner que d'une perte subie, d'où la difficulté de l'administration de la preuve. Le dommage en matière de concurrence résulte le plus souvent d'un manque à gagner, c'est-à-dire l'acte a engendré un manque à gagner, plutôt que d'un dommage subi ou d'une difficulté. C'est important. C'est pourquoi d'ailleurs les juristes ne me laisseront pas mentir. Il est extrêmement difficile d'administrer la preuve en matière de concurrence. Parce que comme je viens de dire, ici la preuve souvent provient d'un manque à gagner, donc l'action en concurrence déloyale m'a causé, en tout cas m'a coûté, en tout cas a un peu impacté sur mon chiffre d'affaires, plutôt que d'une perte subie. D'où la difficulté de l'administration de la preuve. Donc, autrement dit, de l'imputabilité de la faute au concurrent. Donc, il faut également prouver le manque à gagner pour imputer au concurrent, n'est-ce pas, l'action en concurrence déloyale. Autrement dit, donc du lien de causalité, donc de cause à effet, entre la contraction du chiffre d'affaires et le fait fautif du concurrent. C'est important. La contraction du chiffre d'affaires et le fait fautif du concurrent. Donc ça, c'est l'administration de la preuve en matière de concurrence déloyale. Voilà, donc c'est ce que j'avais aujourd'hui préparé, avec un peu de difficulté. Je suis un peu souffrant, mais quand même, je tenais à faire la présentation, étant entendu que vous accordez beaucoup d'intérêt à cette chaîne. Voilà, donc également, comme je m'excuse. Voilà, donc merci beaucoup. Encore une fois de plus, je présente mes meilleurs vœux à l'occasion de la fête de Tabaski. Priez qu'Allah le Tout-Puissant nous gratifie de ses innombrables bienfaits. Également nous fait demeurer sur la bonne voie. Et voilà, di leen baaluwaat àq bu baax, di sant yàlla bu baax également, di gërëmaat bu baax a baax Serigne Laye Bamba Seck ci occasion bi ñu jox pour ñu participer. En tout cas ñun xamuñu dara, dañuy jéem rek, donc connaissance ñu am ci marketing. Également di remercier également étudiants yi, donc certains n'ont pas le temps parce qu'ils sont en cours. C'est pourquoi souvent également je fais publier à travers les différents réseaux sociaux.
Et du coup, Laye Bamba, l'effort qu'il fournit. Également, je dis à tout un chacun de s'approprier de cette chaîne et voilà, Inch'Allah, le meilleur reste à venir. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre thème. Et voilà, merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup Aïmé Roussil, merci beaucoup, c'est gentil.